Mon frère m'a dit que j'avais déjà donné la caution à papa, après avoir affirmé que notre père lui avait promis de lui vendre mon appartement, avec une réduction familiale. Alors, je lui ai simplement répondu qu'il semblerait qu'il nous ait volé tous les deux. En effet, comme je passe plus de 50 heures par semaine à fixer des écrans pour écrire du code, tout en enchaînant des réunions virtuelles interminables, mon cadre de vie est incroyablement important pour moi. Il y a 3 ans, après avoir lutté pour obtenir des promotions, et avoir survécu grâce à des nouilles instantanées dans de terribles studios, j'ai enfin signé un bail pour l'endroit de mes rêves. C'est un appartement spacieux, baigné de lumière, avec 2 chambres, situé dans un quartier très prisé. Je paie 2200 $ par mois pour ce logement. Ce n'est en aucun cas le luxueux attique d'un milliardaire, mais il possède de magnifiques baies vitrées allant du sol au plafond, une cuisine moderne avec des plans de travail en granit, et surtout, une deuxième chambre que j'ai entièrement convertie en bureau à domicile. J'ai énormément investi dans cet espace. J'ai installé des panneaux insonorisants, j'ai acheté un lourd bureau debout en acajou, j'ai configuré 3 écrans haute définition, et j'ai aménagé un arrière-plan professionnel et épuré, pour mes points vidéo quotidiens avec les dirigeants de mon entreprise. Cet appartement est mon sanctuaire. Je l'ai gagné à la sueur de mon front, par mon sang et mes larmes. Mon frère aîné, David, 32 ans, n'a pas eu autant de chance dernièrement. Il y a environ 10 mois, l'entreprise de logistique pour laquelle il travaillait a complètement fait faillite, et il a été licencié sans aucune indemnité. Lui et sa femme Sarah, 31 ans, ont perdu leur maison de banlieue suite à une saisie immobilière, après avoir épuisé toutes leurs économies, et ont dû se démener pour trouver un toit. Ils ont fini par emménager, avec leurs 2 enfants, Léo, 6 ans, et Mia, 4 ans, dans un 2 pièces incroyablement exigu et vétuste, situé à l'extrême périphérie de la ville. Les petits dorment sur un canapé convertible dans le salon, tandis que David et Sarah s'entassent dans une minuscule chambre, où la porte s'ouvre à peine à cause du cadre de lit. Je me sens sincèrement mal pour eux. J'aime mon frère, et j'adore mon neveu ainsi que ma nièce. Au cours des 10 derniers mois, j'ai pris mes responsabilités. J'ai déposé pour 300 $ de courses une semaine sur 2, afin de m'assurer que les enfants aient des fruits frais et de bons repas. J'ai payé la mensualité de 450 $ de leur voiture à 3 reprises, pour éviter que leur seul véhicule ne soit saisi par la banque. Je prends régulièrement les petits le week-end, pour les emmener au zoo ou au parc, histoire d'offrir à David et Sarah quelques heures de répit pour planifier leurs prochaines étapes. Je pensais honnêtement être un bon frère, d'un grand soutien. Mais apparemment, aux yeux de mon père, je ne suis qu'un dragon égoïste et cupide, qui accumule de l'or pendant que sa famille souffre. Mon père, Robert, 58 ans, a toujours eu une vision très ancienne, à la limite du tribalisme, de la dynamique familiale. Il croit fermement que l'unité collective représente tout, et que les désirs individuels ne sont pas pertinents. Dimanche dernier, il est venu à mon appartement pour notre habituel dîner mensuel. J'avais commandé de la nourriture italienne haut de gamme à emporter, j'avais joliment dressé la table, et nous avions une conversation parfaitement normale sur les récentes éliminatoires de baseball. Puis, sorti de nulle part, il a posé sa fourchette, s'est essuyé la bouche avec une serviette, et a scruté mon vaste salon avec ce regard froid et calculateur, qui m'a fait dresser les poils sur la nuque. « Tu sais, Alex, » a-t-il dit, sa voix baissant d'un octave pour prendre un ton sérieux et moralisateur. « Cet endroit est vraiment beaucoup trop grand pour une seule personne. C'est excessif. » J'ai ri nerveusement, pensant qu'il faisait juste une blague de père grincheux sur l'immobilier moderne. « Papa, c'est un appartement avec 2 chambres, pas le Taj Mahal. Je pense que je peux gérer l'entretien. » C'est exactement ce que je veux dire, a-t-il répondu, sans esquisser le moindre sourire. Tu as toute cette surface habitable de premier choix, un immense salon, une salle à manger complète, 2 grandes chambres, et la famille de ton frère suffoque dans une boîte à chaussures. Logiquement, ça n'a absolument aucun sens. C'est une répartition inéquitable des ressources. Mon estomac s'est noué lentement et désagréablement. J'ai posé mon verre, perdant soudainement l'appétit. Qu'est-ce que tu suggères exactement, papa? Je ne suggère rien, a-t-il menti avec aplomb, en se penchant en arrière sur ma chaise de salle à manger onéreuse, et en croisant les bras. J'observe simplement les faits. Tu as assez d'espace ici pour loger confortablement une famille entière. Pendant ce temps, ta propre chair, ton propre sang. Ton neveu et ta nièce dorment sur un matelas bosselé, dans un salon humide. Ça me brise le cœur. Papa, je paie 2200 $ par mois pour cet endroit, ai-je dit, en essayant de garder une voix stable et raisonnable.
J'ai besoin de ce bureau pour mon emploi. Je travaille à domicile 5 jours par semaine. Tout mon gagne-pain dépend du fait d'avoir un espace de travail professionnel. C'est ma maison. Il a balayé mon argument d'un geste de la main, comme si ma carrière d'ingénieur principal n'était qu'un petit passe-temps que je pratiquais pour m'amuser. Tu pourrais très bien travailler depuis la chambre principale, mettre un petit bureau dans le coin près du placard. Les gens le font tout le temps. Ou tu pourrais juste utiliser l'îlot de la cuisine. Tu n'as pas besoin d'une pièce entière dédiée uniquement à un ordinateur. C'est follement indulgent, et franchement, un peu narcissique. J'ai essayé de lui expliquer la réalité de mon travail. Je lui ai parlé des données confidentielles des clients que je manipule, des accords stricts de non-divulgation, qui exigent que j'ai un espace de travail privé et verrouillable, ainsi que des appels vidéo avec les cadres, où je ne peux absolument pas avoir mon lit défait en arrière-plan. Il n'a fait que secouer lentement la tête, me fixant avec une déception théâtrale et profonde. La famille est de la famille, Alex, m'a-t-il sermonné, en pointant un doigt vers moi. Quand j'avais ton âge, je me serais coupé le bras droit pour aider mon frère. Mais votre génération, vous avez subi un lavage de cerveau par l'individualisme. Vous ne pensez qu'à vous-même, à votre confort, à votre esthétique, à votre espace personnel. Putain, ça a piqué. Ça m'a vraiment fait mal. Je me suis penché en avant, et je lui ai rappelé les milliers de dollars que j'avais librement donnés à David au cours de l'année écoulée. Les week-ends que j'avais passés à faire du babysitting pour qu'il puisse chercher du travail. Le temps que j'avais physiquement consacré à les aider à vider leur maison saisie, alors qu'ils étaient en larmes. Jeter un peu d'argent sur un problème n'est pas une vraie aide, c'est moquer mon père, en levant les yeux au ciel. La véritable aide exige de vrais sacrifices. La vraie aide, c'est d'abandonner ses luxes inutiles, pour offrir un toit stable et permanent à des enfants innocents. La conversation a rapidement dégénéré en une négociation bizarre et surréaliste, où je n'étais même plus un participant actif. Il a exposé son plan machiavélique, comme s'il l'avait comploté depuis des semaines. Il voulait que je cède la chambre principale et mon bureau à David, Sarah et les enfants. Je serais relégué dans la petite chambre d'amis. Dans sa logique tordue, j'aurais toujours un toit au-dessus de la tête, mais je serais un héros. Il me l'a même présenté comme une victoire financière massive pour moi. Le loyer serait divisé. Tu ne paierais que 1100 $. Tu économiserais tellement d'argent. Laisse-moi bien comprendre, ai-je dit, la voix tremblante de colère contenue. Tu veux que je paie plus de 1000 $ par mois, pour vivre comme un étudiant dans la plus petite pièce de mon propre appartement, pendant que la famille de mon frère s'approprie le reste de l'espace, que j'ai trouvé, pour lequel j'ai postulé, et que j'ai meublé avec mon propre argent? Je veux que tu sois un homme qui fait passer sa famille en premier, a-t-il lâché sèchement, en me fusillant du regard. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, et je l'ai grande ouverte. C'est chez moi. Je ne le céderai pas, passe une bonne soirée, papa. Il est parti, mais il s'est assuré de me jeter un regard rempli de dégoût total en sortant. Depuis lors, ma mère, Hélène, 56 ans, m'envoie des textos sans arrêt, disant que papa a le cœur brisé et que je devrais simplement l'écouter. David m'a appelé hier, et bien qu'il n'ait pas explicitement demandé l'appartement, il a passé 40 minutes à soupirer lourdement, et à m'expliquer que Mia n'arrête pas de se réveiller en pleurant, parce qu'elle n'a pas d'espace pour jouer avec ses jouets. Je sais pertinemment que c'est papa qui l'a poussé à le faire. Est-ce que je deviens fou? Suis-je vraiment égoïste de vouloir garder la maison que je paie? Mise à jour 1. Je pensais vraiment, sincèrement, avoir tracé une limite ferme. Je pensais que l'absurdité absolue de cette exigence finirait par frapper mon père, et qu'il laisserait tomber. J'avais tort. J'avais si naïvement, si stupidement tort. Hier, vers 13 h, un mardi, mon père a appelé sur mon téléphone portable. Il avait l'air complètement normal, presque joyeux. Il a dit qu'il faisait des courses dans mon quartier, à la quincaillerie, et qu'il voulait passer, parce qu'il pensait avoir remarqué une petite fuite d'eau sous l'évier de ma cuisine lors de sa dernière visite. Comme mon père est un entrepreneur à la retraite, et qu'il m'a véritablement aidé avec des problèmes de plomberie dans mes anciens appartements par le passé, j'ai totalement baissé ma garde. Je lui ai dit que j'étais en pause déjeuner rapide, entre 2 réunions, et qu'il pouvait monter jeter un coup d'œil. 10 minutes plus tard, l'interphone du hall a sonné. Je lui ai ouvert, puis j'ai ouvert ma porte d'entrée. Ce n'était pas seulement mon père. Dans mon couloir se tenaient mon père, mon frère David, sa femme Sarah, et les 2 enfants, Léo et Mia.
Qu'est-ce qui se passe, ai-je exigé, bloquant physiquement l'embrasure de la porte avec mon corps. Mon cœur a instantanément commencé à marteler contre mes côtes. Oh, ne sois pas comme ça, Alex, a dit papa d'un ton mielleux, en me bousculant l'épaule avec un rire forcé et jovial. Nous étions tous en train de prendre un petit déjeuner familial au restaurant que tu aimes, juste en bas de la rue. Je me suis dit qu'on passerait tous ensemble, pour vérifier cet évier. Les enfants suppliaient presque de voir oncle Alex. Tu ne rejetterais pas ton propre neveu et ta nièce. N'est-ce pas? Léo et Mia scandaient déjà mon nom, se faufilant entre mes jambes, et courant directement vers le salon. J'étais pris au piège. Je ne pouvais pas hurler sur mon père avec les enfants juste là, alors j'ai serré les dents, je me suis écarté, et j'ai fermé la porte derrière eux. L'inspection de la fuite était une farce absolue. Papa a ouvert le placard sous l'évier, a éclairé les tuyaux avec la lampe de son téléphone pendant environ 4 secondes, et a déclaré « ça a dû sécher tout seul ». Ensuite, le véritable programme a commencé. Avant que je puisse les reconduire vers le couloir, mon père s'est transformé en un agent immobilier miteux. Il a commencé à faire visiter mon appartement à David et Sarah. MON appartement. Alors que j'étais planté là, à les regarder. Tu vois, David? Regarde la lumière naturelle dans ce salon, a tonné papa, en faisant de grands gestes vers mes immenses baies vitrées. C'est exposé plein sud, donc vous avez du soleil toute la journée. Bien meilleur pour la dépression saisonnière de Sarah, que ce sous-sol morne et moisi dans lequel vous êtes coincé actuellement. Et regarde tout cet espace au sol, a murmuré Sarah, les yeux écarquillés, pendant qu'elle traçait le périmètre de la pièce. Nous pourrions facilement installer la cuisine en jouet des enfants là-bas, près du radiateur. Nous pourrions enfin avoir une soirée cinéma en famille, sans être assis les uns sur les autres. J'observais la scène avec une horreur paralysante. Mon cerveau n'arrivait pas à assimiler l'audace inouïe de ce qui se passait. Soudain, j'ai entendu un cri d'excitation venant du couloir. J'ai couru pour voir Léo, 6 ans, au milieu de mon bureau à domicile, regardant fixement ma configuration coûteuse à double écran, et mes claviers mécaniques. Waouh, a crié Léo, en sautant sur place. Grand-père avait raison. Cette chambre est immense. Ça pourrait être ma chambre. Je veux mon lit juste là. Il a pointé son doigt directement vers mon bureau sur pied à $800. Sarah s'est approchée derrière moi, posant doucement une main sur mon épaule. C'est une belle pièce, Alex. C'est le bureau de l'oncle Alex, Léo, a-t-elle dit doucement à son fils. Mais ensuite, elle s'est tournée vers son mari et a murmuré, tu sais, David, si on mettait des lits superposés contre ce mur du fond, on aurait quand même la place pour une commode et un coffre à jouets. C'est parfait. David était complètement silencieux. Il fixait le parquet, refusant de croiser mon regard. Mais son silence était assourdissant. Il ne les arrêtait pas. Il laissait cela se produire. Il participait activement à ce fantasme. J'ai attrapé le bras de mon père, et je l'ai physiquement traîné hors du bureau, jusque dans le couloir. Mais qu'est-ce que tu fous, ai-je chuchoté avec hargne, le visage brûlant de rage. Je leur fais juste visiter, a-t-il répondu, feignant une innocence totale. Il n'y a pas de mal à regarder les possibilités, à visualiser un avenir meilleur. Tu es en train de les faire emménager mentalement chez moi. Tu les as amenés ici pour me tendre une embuscade et me manipuler. Je leur montre ce que la famille peut offrir, a répliqué mon père en grognant, laissant instantanément tomber son masque de gentil. Regarde-les, Alex. Regarde le visage de ton frère. Il croule sous les dettes et la misère. Tu as littéralement une bouée de sauvetage, et tu refuses de la lancer, parce que tu veux une pièce spéciale pour tes petits jeux vidéo. J'écris des logiciels pour une entreprise du Fortune 500, ai-je presque hurlé, perdant tout contrôle de mon tempérament. Pendant ce temps, Mia s'était égarée dans ma chambre principale. Papa m'a rapidement contourné et l'a suivi à l'intérieur. Oh, Sarah, viens voir les placards ici, a crié papa d'une voix forte, s'assurant que ça résonne, des dressings très profonds. Tu pourrais enfin déballer tes vêtements d'hiver, au lieu de vivre dans ces sacs poubelles noirs. Tu mérites de te sentir humaine à nouveau. Sarah est entrée dans ma chambre, mon sanctuaire privé. Je me suis senti physiquement violé. Elle a passé sa main sur ma luxueuse housse de couette. Nous pourrions faire rentrer notre lit king size ici, si nous déplacions les tables de chevet dans le salon, a-t-elle chuchoté à David. Quelque chose en moi s'est violemment brisé.
Le fils poli et respectueux est mort à cet instant précis. D'accord, la visite est officiellement terminée, ai-je hurlé, en tapant fort dans mes mains pour les faire sursauter. Tout le monde dehors, tout de suite. Prenez vos manteaux. Papa a fait volte-face, son visage virant au violet foncé. Alex, ne hausse pas la voix contre moi devant ta famille. C'est chez moi, ai-je rugi, en pointant un doigt tremblant vers la porte d'entrée. C'est moi qui paie le loyer. C'est moi qui ai signé le bail. C'est moi qui l'entretiens. Je ne suis pas un hôtel. Je ne suis pas une œuvre de charité. Et je ne cède définitivement pas mon appartement, juste parce que tu as arbitrairement décidé que ma vie a moins de valeur que celle de David. David a finalement pris la parole, le visage empourpré d'une profonde honte. Alex, mec, personne ne dit que ta vie a moins de valeur. Vraiment, Dave? Je l'ai coupé, en faisant un pas vers lui. Parce que papa a clairement indiqué que mes besoins ne comptent pas, sous prétexte que je n'ai ni femme ni enfant. Ma carrière n'a pas d'importance. Mon intimité n'a pas d'importance. Quand est-ce que ça s'arrête? Est-ce que je dois te donner ma voiture ensuite? Parce que la tienne est vieille? Est-ce que je dois vider mon plan d'épargne retraite pour vous acheter une maison, parce que la famille partage tout? Les enfants ont immédiatement senti la tension explosive et terrifiante. Mia a commencé à pleurer bruyamment, se cachant derrière la jambe de Sarah. Regarde ce que tu as fait, m'a craché papa, les yeux remplis de venin. Tu terrifies ta nièce. Tu es devenu une misérable excuse d'homme, froid et égoïste. J'ai échoué en t'élevant. Sortez, ai-je dit, ma voix retombant dans un murmure mortel et d'un calme effrayant. Sortez de mon appartement, avant que j'appelle la police pour vous faire tous expulser pour violation de domicile. Ils sont sortis en silence. David a fait une pause sur le seuil, l'air totalement vaincu. Je suis désolé, Alex, a-t-il marmonné, sans croiser mon regard. Je ne savais pas qu'il allait faire ça. Nous sommes juste tellement désespérés. On ne peut pas respirer dans cet endroit. Alors agis comme un adulte, et trouve une solution, ai-je répondu froidement, avant de lui claquer la lourde porte au nez. Je n'ai pas perdu une seule seconde. Dans l'heure qui a suivi, j'ai fait venir un serrurier en urgence à mon appartement. J'ai payé 250 $ pour faire remplacer intégralement les peines dormants. Je savais pertinemment que papa avait secrètement copié mes clés lors d'une visite précédente, lorsqu'il avait réparé une charnière de porte desserrée. J'ai également appelé mon gestionnaire immobilier, Monsieur Henderson. Je lui ai expliqué que, sous aucun prétexte, personne d'autre ne devait être ajouté à mon bail, et que personne n'était autorisé à accéder à mon logement, sans mon consentement écrit et notarié explicite. Il était très confus, mais a promis de mettre un verrouillage strict sur mon dossier de locataire. Je suis assis dans mon bureau en ce moment, tremblant encore à cause de l'adrénaline résiduelle. La culpabilité essaie désespérément de s'insinuer en moi, sachant que mon neveu dort sur un canapé pendant que j'ai ce bel espace, mais je refuse de la laisser gagner. Aider sa famille ne signifie pas s'immoler par le feu pour les garder au chaud. Mise à jour 2. Si vous pensiez que la visite de l'appartement était mauvaise, attachez vos ceintures, car la dynamique familiale s'est complètement détériorée pour devenir un terrain vague toxique et radioactif. Le week-end dernier, c'était le 56e anniversaire de ma mère. Elle tenait absolument à organiser un grand dîner de famille chez mes parents, en banlieue. Malgré la tension effroyable, et le fait que je n'avais pas parlé à mon père depuis 6 semaines, j'ai décidé d'y aller. Je refusais de laisser mon père me chasser de ma propre famille. Je suis arrivé pile à l'heure, armé d'un bouquet de fleurs coûteux, et d'une carte cadeau de 200 $ pour son spa préféré. Ma jeune sœur, Chloé, 26 ans, était déjà assise dans la cuisine. Chloé a toujours été la rebelle de la famille, farouchement indépendante, et elle m'a lancé un regard complice et compatissant dès que j'ai franchi la porte. Équipe appartement, ou équipe secte, a-t-elle chuchoté, pendant que je me servais un verre d'eau glacée. Équipe je voulais juste manger du gâteau et partir en paix, ai-je marmonné en retour, en desserrant mon col. Bonne chance avec ça, a-t-elle pouffé, en prenant une gorgée de son vin. Papa fait les 100 pas dans le salon depuis 1 heure, pour pratiquer ses techniques de culpabilisation. On dirait un méchant de dessin animé. Le dîner a commencé de manière assez cordiale. Maman avait préparé son fameux rôti au beurre à l'ail, avec des carottes et des pommes de terre rôties. Les enfants mangeaient joyeusement, et tout le monde évitait agressivement l'énorme et suffocant éléphant dans la pièce. Nous avons parlé de la météo, du nouveau chien de Chloé,
et du jardin de maman. Puis, juste au moment où maman se levait pour couper le gâteau d'anniversaire, papa s'est raclé la gorge de façon agressive, et a tapé sa fourchette contre son verre de vin, jusqu'à ce qu'un silence de mort tombe sur la pièce. Alors, Alex, a déclaré papa, sa voix résonnant dans ce silence soudain. As-tu eu le temps de réfléchir à ton comportement égoïste? As-tu repensé à notre arrangement pour le logement? Il n'y a absolument rien à réfléchir, ai-je dit, en gardant un ton plat et sans émotion. Ma réponse est non. Ce sera toujours non. Passez-moi le gâteau, s'il vous plaît. Quelle discussion, a demandé maman nerveusement, bien que ses mains tremblantes et son visage pâle trahissaient le fait qu'elle savait exactement ce qui se passait. Alex a décidé que son luxe personnel et sa petite salle d'ordinateur sont bien plus importants que le fait de laisser sa propre nièce et son neveu avoir un endroit sûr et propre pour dormir, a annoncé papa bruyamment à toute la table. En s'assurant de regarder directement Léo et Mia pour maximiser la culpabilité. Ne mêle pas les enfants à ça, ai-je rétorqué, sentant ma tension artérielle grimper en flèche. 2 chambres, 1 personne, a continué papa, m'ignorant complètement. Pendant ce temps, 4 êtres humains souffrent dans une seule chambre. N'importe qui, avec une compréhension mathématique de base de niveau CE2, peut voir l'injustice flagrante ici. C'est moralement en faillite. Chloé a claqué sa fourchette sur son assiette, faisant un bruit retentissant. Avec cette logique de psychopathe, papa, est-ce que je devrais abandonner mon studio? Je suis seul à y vivre. Est-ce que je devrais emménager dans une boîte en carton sous un pont, pour que David puisse avoir mon studio? Ne sois pas ridicule, Chloé, a soufflé papa, en la balayant de la main. Tu gagnes à peine le salaire minimum comme graphiste. Tu n'as pas de ressources. Alex a des ressources. Il gagne un salaire à 6 chiffres. Il a une abondance absolue de richesse et d'espace. Des ressources pour lesquelles je travaille 60 heures par semaine, ai-je riposté, en agrippant le bord de la table. Des ressources que j'ai budgétisées. Je n'ai pas volé cet appartement, papa. Je l'ai mérité. J'ai sacrifié ma vingtaine pour bâtir ma carrière, afin de pouvoir m'offrir de belles choses. David, qui avait poussé silencieusement un morceau de carotte sèche dans son assiette, a finalement pris la parole, la voix n'étant guère plus qu'un murmure. En fait, les choses pourraient s'améliorer. Je ne voulais rien dire pour l'instant, parce que je ne voulais pas porter la poisse. Mais j'ai passé un 3e entretien avec une grande entreprise de logistique au centre-ville. Ça paie bien. Vraiment bien. Avec tous les avantages sociaux. C'est génial, Dave, ai-je dit, ressentant une immense vague de soulagement sincère m'envahir. Sérieusement, félicitations. C'est énorme. Pendant une brève et fugace seconde, j'ai cru que cette incroyable nouvelle mettrait enfin un terme à la croisade de l'appartement. Je pensais que papa sourirait et féliciterait son fils. Je me trompais horriblement, tragiquement. Même s'il obtient le travail, a interrompu papa, le visage tordu par une grimace amère, il leur faudra au moins 6 à 8 mois pour économiser assez d'argent pour une nouvelle caution, le premier et le dernier mois de loyer. Et les frais de déménagement. Leur code de crédit est complètement détruite à cause de la saisie. Personne ne leur louera sans un énorme acompte. Pendant ce temps, Alex a des pièces vides, qui prennent littéralement la poussière en ce moment même. J'utilise ces pièces tous les jours, ai-je hurlé, abandonnant complètement mon attitude calme. Mon bureau n'est pas une décoration. C'est là que je gagne l'argent que tu t'attends continuellement à ce que je donne à David pour réparer sa vie. Tu pourrais travailler depuis un Starbucks, a hurlé papa en retour, abattant son poing sur la table, et faisant trembler les verres de vin. Beaucoup de jeunes travaillent dans des cafés. C'est à la mode. Tu veux juste t'isoler. Je gère des logiciels propriétaires pour une entreprise technologique. J'ai des accords de confidentialité exigés par la loi fédérale. Je ne peux pas diffuser des secrets d'entreprise sur un Wi-Fi public, à côté d'un barista préparant un frappuccino. Tu es un fou furieux absolu. Des excuses. Des excuses pathétiques et égoïstes d'un homme faible, a rugi papa. Maman a finalement craqué. Robert, arrête. Arrête, c'est tout, a-t-elle crié, des larmes coulant sur ses joues. C'est l'appartement d'Alex. Nous ne pouvons pas le forcer à quitter sa maison. Tu es en train de ruiner mon anniversaire. Papa a alors tourné sa colère ardente vers elle. Bien sûr que tu prends son parti, Hélène. Tu l'as toujours pouponné. Tu encourages sa cupidité, et tu détruis cette famille.
Je n'encourage pas la cupidité, a dit maman, la voix tremblante, mais étonnamment ferme. Forcer ton fils à abandonner sa maison, ce n'est pas de la charité, c'est du vol. Tu essaies de le voler. À mon époque, a rugi papa, se levant de table si vite que sa chaise a basculé, la famille impliquait de vrais sacrifices. Mon frère m'a laissé dormir sur son canapé pendant 6 mois quand j'étais fauché. Sans poser de questions. Nous avons survécu parce que nous partagions un canapé. Chloé lui a hurlé en retour, en se levant à son tour. Il t'a donné un canapé. Il ne t'a pas forcé à payer son loyer, ni ne t'a pris ta chambre principale, pendant qu'il dormait dans un placard. Tu as complètement perdu la tête. Tu as besoin d'une thérapie. La dispute a explosé en un chaos absolu. Tout le monde criait. Sarah a attrapé les enfants, qui pleuraient tous les deux à chaudes larmes, et les a précipités dans l'arrière-cour. David avait l'air de vouloir que le sol s'ouvre pour l'engloutir tout entier. J'ai réalisé à cet instant précis qu'il n'y avait aucune chance de gagner. Mon père était complètement déséquilibré, poussé par une obsession toxique de contrôler ma vie, afin de réparer rétroactivement les erreurs de David. Je me suis levé, j'ai jeté un billet de $50 sur la table pour le gâteau que je ne mangerai pas, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Si tu passes cette porte, tu tournes le dos à cette famille, a crié papa depuis la salle à manger, le visage rouge de fureur. Non, papa, ai-je dit, en le regardant une dernière fois, ne ressentant plus que de la pitié et de l'épuisement. C'est toi qui m'as poussé vers la sortie. Passe une belle vie. J'ai conduit jusque chez moi dans un silence total et engourdi. Plus tard dans la soirée, Chloé m'a envoyé un texto, tu n'es pas fou. Papa a besoin d'une aide psychiatrique. Reste sur tes positions. Je t'aime. David m'a également envoyé un texto, je suis tellement désolé. Je ne lui ai jamais demandé de faire ça ce soir. J'aurai ce travail, et on disparaîtra de ta vie pour toujours. S'il te plaît, pardonne-moi. Le texto de papa est arrivé à 23h45, tes pièces vides ne te tiendront pas la main quand tu seras vieux et mourant. Tu es mort pour moi, jusqu'à ce que tu arranges ça et que tu t'excuses auprès de ton frère. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement bloqué son numéro. Mise à jour 3. J'aimerais écrire cette mise à jour pour dire que David a obtenu le poste, a déménagé dans une belle maison, et que nous avons tous vécu heureux pour toujours. Mais ma vie n'est pas un conte de fées. C'est un thriller psychologique, et mon père est le méchant. David a effectivement obtenu le poste. Dieu merci, il commençait enfin à mettre de l'argent de côté. J'avais débloqué mon père après 2 mois de silence total, parce que ma mère m'avait supplié en pleurant au téléphone de maintenir la paix pour les fêtes de fin d'année. Papa avait été étonnamment silencieux au sujet de cette situation d'appartement. J'avais bêtement, stupidement supposé qu'il s'était avoué vaincu, et qu'il était passé à autre chose. Mardi dernier, papa a appelé et m'a demandé si on pouvait prendre un café. Juste nous deux, a-t-il dit doucement, ressemblant au père que je connaissais autrefois. Je veux m'excuser, Alex. Je veux crever l'abcès. J'ai dépassé les bornes à l'anniversaire de ta mère. Comme un idiot absolu, je l'ai cru. Nous nous sommes retrouvés au Roasted Béant, un petit café tranquille à 3 pâtés de maison de mon appartement. Quand je suis arrivé, il était déjà assis dans une banquette d'angle, sirotant un café noir. Mais il n'était pas seul. Étendu sur la table, il y avait 3 épais dossiers cartonnés. Mon estomac s'est instantanément noué de manière douloureuse et suffocante. Je me suis assis lentement, en gardant mon manteau. Qu'est-ce que c'est que tout ça, papa? Juste quelques recherches, a-t-il répondu, en tapotant négligemment le premier dossier. Je me suis renseigné sur l'habitat intergénérationnel. Savais-tu que les hommes célibataires qui vivent dans des appartements de plusieurs pièces consomment 40% d'émissions de carbone en plus que les familles? J'ai les études universitaires juste ici. Je l'ai dévisagé, la mâchoire pratiquement décrochée. Tu m'as invité ici pour t'excuser, et à la place, tu apportes des études environnementales pour me culpabiliser sur mon empreinte carbone? Tu te moques de moi. Je présente une logique, a-t-il dit calmement, en ouvrant le 2e dossier. Parce que Sarah est de nouveau enceinte. Le monde a cessé de tourner pendant une seconde. Le bruit du café s'est estompé. Quoi? Elle est enceinte de 3 mois, a déclaré papa, avec une lueur de triomphe écœurante dans le regard. Un nouveau bébé arrive, Alex. Ils ne peuvent physiquement pas rester dans ce 2 pièces,
avec un nourrisson et 2 enfants en bas âge. Les services de protection de l'enfance pourraient s'en mêler. C'est une crise majeure. David a un bon emploi maintenant. Ils peuvent louer un endroit plus grand. Ils n'ont pas encore le crédit, a rejeté froidement papa. Puis, il a fait glisser le 3e dossier vers moi. C'est pourquoi j'ai pris la liberté de résoudre le problème pour tout le monde, une bonne fois pour toutes. J'ai ouvert le dossier avec des mains tremblantes. À l'intérieur, se trouvait un avenant de bail résidentiel standard, de ma société de gestion immobilière. C'était une demande pour ajouter David et Sarah à mon bail actuel, faisant d'eux essentiellement des colocataires. Mais ce n'était pas la partie horrifiante. La partie la plus horrifiante, c'était que ma signature se trouvait déjà au bas de la ligne d'autorisation. C'était une contrefaçon grossière, et évidente, de mon écriture. Le sang a complètement déserté mon visage. Je me suis senti étourdi, des sueurs froides perlant sur ma nuque. Tu as falsifié ma signature sur un document légal. J'ai accéléré le processus, a déclaré papa, sans la moindre once de honte ou d'hésitation. J'ai parlé à ton propriétaire, Monsieur Henderson. Je lui ai dit que tu avais changé d'avis, et que tu voulais aider ton frère. J'ai soumis les vérifications d'antécédents pour David et Sarah. Ils sont approuvés. Ils emménagent le 1er du mois prochain. Es-tu malade mental, ai-je hurlé, me moquant pas mal que la moitié du café se retourne pour nous regarder. C'est de la fraude criminelle. Tu as falsifié mon nom sur un contrat légal contraignant. Baisse d'un ton, a-t-il sifflé, se penchant agressivement au-dessus de la table. J'ai fait ce qui devait être fait. Tu es trop aveuglé par ton propre égoïsme, pour voir la situation dans son ensemble. De plus, l'affaire est conclue. J'ai déjà récupéré le dépôt de garantie de David. Je me suis figé. La rage a soudainement été remplacée par une confusion totale et terrifiante. De quoi est-ce que tu parles? Quel dépôt de garantie? Mon appartement ne nécessite pas de nouvelle caution. Papa a bombé le torse, l'air incroyablement fier de sa démonstration de manipulation. J'ai dit à David que tu avais finalement accepté de leur laisser l'appartement, mais que tu exigeais un geste de bonne foi. J'ai collecté 4 400 $ auprès de David, la totalité des économies de son nouveau travail. En guise de dépôt pour le 1er et le dernier mois de loyer. Je les garde sur mon compte personnel en lieu sûr, pour que tu ne les gaspilles pas dans des appareils électroniques. Ils sont en train de faire leur carton en ce moment même. Mon cerveau a court-circuité. Mon père n'avait pas seulement essayé de me forcer à partir. Il avait activement arnaqué son propre fils. Il avait volé les économies durement gagnées par David, sous le faux prétexte que j'avais accepté cet arrangement psychotique, et il empochait l'argent pour lui-même. Il nous avait tous les deux piégés dans une toile de mensonges. Si je reculais maintenant, David serait dévasté, pensant que j'avais changé d'avis à la dernière seconde pour ruiner sa vie, et papa garderait l'argent. Tu es un monstre, ai-je chuchoté, la voix tremblante d'une lucidité absolue et terrifiante. Tu as volé David, et tu as commis une fraude contre moi. Tu es un criminel. Je suis le patriarche de cette famille, a aboyé papa, en claquant la main sur la table. Je gère les ressources. Tu vas rentrer chez toi. Tu vas emballer ton bureau dans la petite chambre, et tu accueilleras ton frère la semaine prochaine à bras ouverts. Sinon, je dirai à toute la famille que tu as pris l'argent de David, que tu l'as dépensé, et que tu t'es rétracté de l'accord. Il me faisait du chantage. Il avait tendu un piège si diabolique, si parfaitement maléfique, que je n'arrivais même pas à concevoir la psychologie derrière cela. Il était prêt à détruire ma vie et à voler mon frère, juste pour prouver qu'il gardait le contrôle. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai juste ramassé soigneusement le faux bail, je l'ai plié en deux, et je l'ai mis dans la poche de ma veste. Où est-ce que tu vas avec ça, a exigé papa, une soudaine panique brillant dans ses yeux, alors qu'il réalisait que je ne me soumettais pas. Au poste de police, ai-je dit d'un ton neutre. Et ensuite au bureau de Monsieur Henderson. Papa s'est jeté à travers la table, renversant son café, essayant désespérément d'attraper ma veste. Alex, donne-moi ce papier tout de suite. Ne me manque pas de respect. J'ai reculé, regardant le liquide sombre couler de la table, jusque sur ses chaussures. Tu as joué à Dieu avec le mauvais fils, papa. C'est fini. Je me suis retourné, et j'ai couru hors de ce café, ignorant ces cris qui résonnaient derrière moi. Mise à jour finale. Tout a explosé.
Le rayon d'explosion a été spectaculaire, dévastateur, et absolument nécessaire à ma survie. Dès que j'ai quitté le café, j'ai appelé Monsieur Henderson, mon propriétaire. J'ai expliqué toute la situation, fourni des preuves de ma vraie signature par rapport au faux, et menacé d'impliquer l'équipe juridique de mon entreprise concernant cet avenant frauduleux, qu'il avait presque validé sans ma confirmation verbale. Monsieur Henderson était absolument horrifié, et profondément désolé. Il a immédiatement annulé l'avenant, détruit le dossier, et signalé le nom de mon père dans leur système de sécurité, lui interdisant l'accès à l'immeuble. Mais je savais que je ne pouvais pas rester là. Mon père savait où j'habitais. Il était totalement déséquilibré, et j'étais terrifié à l'idée qu'il se pointe avec un camion U-Haul le 1er du mois, et qu'il essaie physiquement de forcer l'entrée avec David et Sarah, créant ainsi une scène traumatisante pour les enfants. Alors, j'ai opté pour la manière forte. J'ai payé une pénalité massive équivalent à 2 mois de loyer, pour rompre mon bail par anticipation. Cela m'a coûté près de $4,500 de frais, mais la liberté n'a pas de prix. J'ai passé les 3 jours suivants à chercher frénétiquement un logement. J'ai trouvé un bel appartement d'une chambre, modernisé, avec un grand espace attenant parfait pour mon bureau, à l'opposé complet de Chicago. En fait, il me coûte $2,000 par mois, ce qui me fait économiser un peu d'argent, mais surtout, il est protégé par une entrée sécurisée, avec des gardiens 24h24 et 7h7. Je n'ai prévenu absolument personne dans ma famille, à l'exception de Chloé. J'ai engagé des déménageurs de nuit. Nous avons emballé tout mon luxueux appartement dans un camion, à 2h du matin, un mardi. Au lever du soleil, j'étais parti, un véritable fantôme. J'ai laissé les clés sur le comptoir de la cuisine, j'ai verrouillé la porte derrière moi, et je suis parti. Puis, une fois en sécurité dans mon nouvel endroit, j'ai lâché la bombe. J'ai créé un immense groupe de discussion avec papa, maman, David, Sarah, Chloé, ainsi que plusieurs tantes et oncles éloignés. J'ai tapé un long message détaillé. J'ai tout exposé. J'ai joint une photo haute résolution du bail falsifié. Mais le véritable coup de grâce a été de dénoncer le vol financier de papa. Message, David. Papa t'a menti. Je n'ai jamais accepté de te donner mon appartement. Papa a falsifié ma signature sur une demande de bail. Pire encore, les $4,400 que tu lui as donnés pour le dépôt de garantie, étaient une pure arnaque. Il a volé tes économies. Pour nous piéger tous les deux dans son jeu malsain. J'ai rompu mon bail, et j'ai déménagé dans un endroit secret pour échapper à son harcèlement. N'allez pas à mon ancien appartement. Il est vide. Exige le remboursement de ton argent à Robert immédiatement. J'ai appuyé sur envoyer. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone pendant 48 heures, et j'ai dormi pendant 14 heures d'affilée, sur un matelas posé à même le sol. Quand j'ai enfin rallumé mon téléphone, j'avais 147 textos, 42 appels manqués, et 18 messages vocaux. La famille avait complètement explosé. D'après Chloé, c'était le chaos absolu. David, réalisant qu'il avait été manipulé et dépouillé de ses économies juste avant l'arrivée d'un nouveau bébé, a conduit jusqu'à la maison de mes parents, et a failli en venir aux mains avec papa sur la pelouse. David a exigé qu'on lui rende ses $4,400. Papa a refusé, affirmant qu'il l'avait dépensé pour des frais administratifs familiaux, ce qui signifiait en réalité qu'il l'avait utilisé pour rembourser ses propres dettes de carte de crédit, pensant qu'il pourrait me forcer à rembourser David plus tard pour sauver les apparences. Maman était tellement écœurée par la fraude, la manipulation, et le vol commis par papa, qu'elle a préparé 2 valises et est partie s'installer chez sa sœur, dans l'Ohio. Elle a annoncé à papa qu'elle ne reviendrait pas, tant qu'il n'aurait pas remboursé David jusqu'au dernier centime, et suivi une thérapie psychologique intensive pour ses problèmes de contrôle narcissique. Papa, dans un état de déni délirant absolu, s'est réellement présenté à mon ancien appartement, le 1er du mois, avec un camion de déménagement loué. Chloé m'a raconté qu'il s'était convaincu que je bluffais pour lui faire peur. Au lieu de me trouver recroquevillé dans la petite chambre, il a trouvé le gestionnaire immobilier, en train de faire visiter le logement vide, et fraîchement repeint, à de nouveaux locataires potentiels. Papa a causé une scène de hurlements tellement énorme dans le couloir, que la sécurité du bâtiment a dû le maîtriser physiquement, et appeler la police. Il a reçu un avertissement officiel pour violation de domicile, et a été escorté hors des lieux menottes au poignet. David et Sarah s'en sortent bien, somme toute. Le nouveau travail de David lui a accordé une avance sur salaire, quand il a expliqué l'urgence familiale,
et ils ont réussi à obtenir une maison de ville correcte, avec 2 chambres, en banlieue. Ce n'est pas une tour de luxe, mais c'est sûr, propre, et assez grand pour le nouveau bébé. David m'a envoyé de longues excuses sincères, reconnaissant qu'il avait passivement espéré que papa me tyrannise pour que je cède l'appartement, et il a ressenti une profonde honte d'avoir laissé les choses aller aussi loin. Je lui ai pardonné. Nous reconstruisons lentement notre relation, totalement séparés de notre père toxique. Papa est complètement isolé. La famille élargie le traite comme un paria. Ses propres frères l'ont qualifié de voleur et de honte. Il m'envoie de longs emails décousus, puisque son numéro est bloqué en permanence, alternant entre maudire mon nom pour avoir détruit la famille, et me supplier de lui dire où j'habite pour que nous puissions réparer ça ensemble. J'envoie chaque email directement à la corbeille, sans lire au-delà de la première ligne. Je suis assis dans mon nouvel espace bureau en ce moment. Les clics mécaniques de mon clavier résonnent dans mon appartement paisible et calme. Mes 2 écrans ronronnent. Je peux regarder par ma fenêtre et voir la ligne d'horizon de la ville, sachant que personne ne mesure mentalement ma surface habitable, ni ne complote pour me voler mon sanctuaire. Je me sens plus léger que je ne l'ai été depuis des années. Mon ancien appartement, lui, est resté complètement vide pendant 3 mois. Il s'avère que la plupart des familles qui ont besoin d'énormément d'espace ne peuvent pas se permettre un loyer de 2200 $ par mois, et la gestion immobilière a refusé de baisser le prix. L'ironie est délicieuse. Papa s'est battu si fort pour redistribuer mes richesses. Et à la fin, personne n'a eu l'appartement. Il a perdu sa femme. Il a éloigné ses 2 fils. Et il s'est révélé être un criminel et un fraudeur. J'ai appris une leçon très coûteuse, et très douloureuse. Être célibataire et sans enfant ne rend pas ma vie moins précieuse. Mon dur labeur n'est pas une tirelire commune pour les proches qui font de mauvais choix, ou pour les pères qui veulent jouer au faiseur de roi. Parfois, la seule façon de gagner à un jeu truqué, c'est de renverser le plateau, de faire ses valises, et de s'en aller.